Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour Irena. Merci d'être là avec nous au Dialogue franco-russe. Vous êtes présidente de Géopragma, vous animez votre chaîne qui a beaucoup de succès en ce moment, donc je vous invite tout le monde à suivre les vidéos de Caroline et évidemment du Dialogue franco-russe. Sur Paix et Guerre. Sur le Dialogue franco-russe. Et oui, sur Paix et Guerre, il faut le dire. Vous observez les événements géopolitiques depuis un moment. Là, tout s'accélère cette semaine. Donc, on va commencer. Le président russe et le président américain se sont parlé. Tout de suite, leurs équipes respectives se voient à Riyad. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron reçoit quelques leaders européens à Paris pour contrecarrer finalement le début des pourparlers russo-américains. Bientôt, les deux équipes vont nommer les négociateurs pour finalement arrêter ou au moins poser les conditions pour l'arrêt de la guerre en Ukraine. Finalement, la France, l'Europe, la France, on va parler de la France, veut vraiment cette guerre à tout prix, puisque c'est ça une impression qu'on a cette semaine. Qu'il y a d'un côté, on veut arrêter, Trump dit que ça suffit, c'est Trump qui dit, et de l'autre côté, les Européens ne savent pas du tout, et ils ne veulent pas du tout arrêter. Mais c'est-à-dire qu'il y a un découplage qui est en train de se faire d'une manière assez directe, voire intense, enfin radicale, entre les États-Unis qui, depuis que Donald Trump est là, opèrent un virage, je dirais un virage sur l'aile, un peu in extremis, mais salutaire pour eux, en politique internationale, et pas seulement d'ailleurs sur l'Ukraine. Donc, en tout cas, ont décidé de changer de politique, d'arrêter les frais, quoi, en quelque sorte, on dirait ça en français, et de trouver un accord global qui va aller très au-delà de l'Ukraine, à mon avis, avec la Russie. Et puis les Européens, qui, eux, avaient pris le train précédent, celui de la précédente administration, qui était un train, effectivement, comment dirais-je, offensif vis-à-vis de la Russie, de soutenir, de nourrir la guerre, de poursuivre la guerre, etc., et qui sont pris dans cette espèce de train d'où ils ne veulent pas descendre pour diverses raisons. À mon avis, un, parce qu'ils ne comprennent rien et ils ne veulent pas raisonner. Deux, parce qu'ils ont pris tellement de décisions qu'il faudrait quand même faire un petit retour sur soi à un moment donné. Trois, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Et donc, ils sont embarqués dans un truc qui est complètement à contresens et à contre-temps de ce qu'il faudrait savoir faire maintenant. C'est-à-dire que, pour le coup, il faudrait suivre les États-Unis. Hein ? Et c'est moi qui le dis. Voilà. Donc, pour la France, c'est évident que là, il faudrait être capable d'humilité, d'arrêt sur image, de comprendre ce qui est en train de se passer et de se remettre dans le bon sens pour le bien, en fait, de l'Occident, finalement. Parce que ce qu'est en train de faire Trump, c'est de sauver, d'une certaine manière, comment, dans quelles conditions, à quel niveau, pourquoi faire à la fin, tout ça est encore un peu difficilement lisible, mais il est en train de mettre un stop au processus de dégradation lourde qui atteignait les États-Unis et le pôle occidental et l'image, l'influence, tout en fait, du côté occidental. Donc il est en train d'essayer d'arrêter cette bascule du monde qui se faisait de plus en plus clairement au détriment des États-Unis. Lors de notre dernière conversation, dialogue, nous avons parlé du fait que finalement l'Occident est trop arrogant pour comprendre certaines choses. Vous l'avez dit, ça a été beaucoup commenté. On comprend bien pourquoi le président russe ne respecte pas, je dirais comme ça, globalement les Occidentaux, notamment par rapport aux accords de Minsk. Parenthèse. Pourquoi Donald Trump ne respecte pas l'Europe? Puisqu'elle est faible. Bon, c'est un autre sujet. Puisque c'est les États-Unis qui, en quelque sorte, ont rendu ils voulaient que cette Europe soit faible, mais c'est un autre sujet. Ma question, finalement, la France, il y a quand même une possibilité, peut-être une opportunité pour la France, finalement, que sa voix soit entendue. Quoi faire? Que faire? D'abord, oui, il y a la question du respect, de la nouvelle équipe, de la confiance de la nouvelle équipe américaine vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des Français.
c'est quand même très compliqué, il faut le comprendre, pour Donald Trump et tous les gens qui sont autour de lui, de respecter finalement un pays qui, avec d'autres, et depuis des années, n'a jamais misé sur sa victoire, 2, ne l'a jamais aidé, 3, a nourri tout un tas de manœuvres, a relayé tout un tas de manœuvres américaines, côté démocrate, côté néocon, côté les autres, si vous voulez. Donc là, bon. Ensuite, sur la guerre en Ukraine, l'Europe est partie comme un seul homme au coup de sifflet américain pour en fait aller contre la Russie. Bon. Et Trump, qui maintenant est dans ce virage à 180 degrés, je ne vois pas très bien, si vous voulez, quelle confiance, quel lien, quel respect il peut avoir. Il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois. L'Europe a été complètement vassalisée. Alors vous me direz, ça arrangeait bien les Américains depuis 1945 qu'on soit complètement vassalisé, qu'on soit faible, et Nord Stream, etc., etc. Bien sûr. En fait, ce que fait Trump, il le fait à la manière impériale malgré tout. Hein. C'est-à-dire, mes prédécesseurs et même moi-même avions besoin d'avoir des vassaux européens. On les a eus, on s'en est servi. Mais là, ça ne correspond plus à nos intérêts supérieurs américains. Et donc, on les lâche en race campagne et les autres en dessous. Bon. Donc, est-ce qu'il y a une chance pour la France? Oui, mais il faudrait une prise de conscience radicale. Et je ne vois pas très bien, d'ailleurs, ça a été... Emmanuel Macron est dans toute une série de tentatives un peu pathétiques, je trouve, de définir une position commune européenne, sachant que l'Europe elle-même est en train de se diviser très sérieusement, justement par rapport à ce tournant réaliste. Il y a ceux qui, clairement, là, ont compris que le maître avait changé de mélodie, si vous voulez, et ils sont en train de se réaligner sur les États-Unis. Et puis il y a ceux qui mènent, dont nous, ce combat d'arrière-garde. Donc pour moi, c'est complètement, c'est pathétique, mais ça n'est que la queue de comète d'une dégradation du niveau de notre diplomatie, du niveau de notre compréhension de ce qui se passe dans le monde, du niveau de notre... du respect qu'on accorde ou qu'accordent nos dirigeants et nos diplomates à notre propre pays, à sa singularité. Tout ça, ça a été détruit, ça a été méprisé, ça a été oublié. Donc c'est très compliqué maintenant d'aller mener finalement un sursaut de fond. Donc on se sert de l'Europe, on explique qu'il faut que l'Europe soit forte. Mais tout ça, c'est des falaises. On sait très bien que l'Europe, de toute façon, industriellement, en matière militaire et stratégique, elle ne fait rien sans les États-Unis. Elle ne fera rien sans les États-Unis. Donc tout ça, c'est en fait, comme toujours, la suite de notre fantasme selon lequel il suffit de parler, de dire pour faire exister les choses et pour faire exister une Europe stratégique. Mais elle n'existe pas, l'Europe stratégique. Déjà, l'Europe politique n'existe pas. La Commission n'est pas légitime politiquement comme représentante des peuples européens. Enfin, je veux dire, il y a tellement de problèmes déjà que c'est une douce illusion. C'est pour continuer à enfumer un peu les populations, ça. Sachant aussi qu'il y a divergence entre les chefs de différents États européens. Absolument. Ils n'étaient pas tous présents d'ailleurs. Non, lundi. alors ceux qui n'étaient pas présents au premier round ont été invités, sauf je crois les Slovènes la deuxième fois, qui n'étaient toujours pas là. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien. Les Polonais sont en train de mettre le pied sur le frein. Les Tchèques, les Roumains, n'en parlons pas. Là aussi, ces gros échecs de la déstabilisation, du régime change, etc. L'ancien président vient de démissionner. Enfin, on est dans un... Voilà, les Italiens sont en embuscade et eux, à mon avis, ils vont jouer très pragmatiquement. Nous, on est plus dogmatique que jamais. On prend le lead pour les nouveaux paquets de sanctions. Mais comment est-ce qu'on peut, au moment où les États-Unis sont en train de complètement changer, de reprendre un dialogue avec la Russie qui va être dur, tout ça ne va pas se faire facilement, bien sûr.
mais c'est quand même un changement de portage, un changement de paradigme très fort. Comment est-ce que nous, au moment où donc Trump et Poutine vont très probablement discuter surtout les questions, à mon avis, économiques et financières, au moins autant que directement ukrainiennes, et puis aussi stratégiques sur un autre volet, et donc peut-être alléger les sanctions, en tout cas trouver des aménagements. Il va y avoir un grand marchandage, et nous on est là. C'est notre combientième, 14e paquet de sanctions, 17e, ou je pense. 17e, enfin bon, enfin tout ça est complètement abscon. On a l'impression on vit dans un autre monde, quoi. Vous dites que les Européens, de toute façon, les Français et peut-être les Allemands vont nourrir, vont continuer à nourrir cette guerre, nourrir les efforts pour Volodymyr, les Anglais pour Volodymyr Zelensky. Euh, Quelques déclarations importantes que Trump a faites récemment. Deux choses, donc il a humilié le président ukrainien en disant que sa cote de popularité s'élevait à 4%. Et deuxièmement, ce qui n'a jamais été entendu avant, que cette guerre a été ce qu'il a prononcé, c'est que cette guerre a finalement été commencée par les Ukrainiens. Pour définir un petit peu cette politique de Trump, vous le définissez comment? C'est un grand... Il n'est pas politique, il est entrepreneur, tout à fait. C'est homme d'affaires. Comment il va gérer cette année pour vous? D'abord, il y a eu toute cette phase-là, à partir de son élection formelle, où il a fait tout un tas de déclarations, d'ailleurs pas que sur l'Ukraine, très, très, très en avant de la main, très dure, très agressive, un peu contradictoire parfois. Enfin, il a un peu brouillé les pistes. Il a commencé à expliquer qu'il allait récupérer des parties du monde, n'est-ce pas? Bon, donc il s'est mis, selon lui, en position, entre guillemets, de force pour pouvoir, derrière, faire semblant, en fait, d'abandonner des choses dont il n'a jamais eu peut-être véritablement l'intention voilà, de prendre, de suivre, etc. Donc, il y a eu toute cette espèce de phase de préparation, de posture, en fait, en amont d'une négociation. Bon, en montrant, voilà, en fait, je peux causer des dégâts là, je peux vous embêter là, je peux nuire là, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc trouvons un common ground, voilà, pour discuter. Maintenant, il va y avoir, à mon avis, ce que j'appelle un grand marchandage, c'est-à-dire qui ne va pas toucher loin. En fait, ça va presque être secondaire, l'Ukraine, je pense, d'une certaine manière. C'est-à-dire, bien sûr, il va falloir arrêter les choses. Et là, les enjeux, ça va être essentiellement quelle force de contrôle d'une éventuelle ligne, avec qui. Bon, là aussi, J.D. Vance, le vice-président, le secrétaire d'État à la Défense ont expliqué pas de force OTAN, pas de soldats américains, pas d'article 5. Si les Européens veulent poursuivre la guerre, mais qu'ils la poursuivent, ils le feront seuls. Bon, donc ça va dans le sens... en fait, pas d'Ukraine dans l'OTAN, bien sûr. Bon, ça va dans le sens de ce que souhaite, a priori, en tout cas tel que c'est dit, la Russie. Donc ça va peut-être se stabiliser plus simplement en Ukraine qu'ailleurs, parce que il a aussi fait quelque chose qui est, à mon avis, très bon, c'est qu'il a parlé du rétablissement d'un équilibre stratégique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Il ne le fait pas parce qu'il est amoureux de la Russie ou de son président. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Pourquoi n'a-t-il pas le choix? Bien parce que la Russie a fait la preuve, via ce conflit, et ça c'est l'ironie du sort, qu'elle dominait, en tout cas pour quelque temps encore, et dans certains domaines, technologiquement et militairement. Et que donc, il va falloir effectivement repenser à l'équilibre stratégique que les Américains ont quand même, avec constance, détruit depuis la fin de la guerre froide, en se retirant de certains accords. Bon, voilà. Donc tout ça va être remis à plat. Il a expliqué que ça suffisait de produire des milliers de têtes nucléaires, qu'il y en avait bien assez et qu'il fallait peut-être passer à autre chose. Donc il va y avoir aussi ce volet-là qui est important. Après, il y a le volet de la sécurité européenne, et là, si les Européens continuent à mener ces combats d'arrière-garde, c'est mal parti.
parce que la sécurité européenne, il faut rétablir essentiellement le principe de son indivisibilité. Donc ça veut dire, comme toujours, comme j'explique, je réexplique, je répète, bon, il faut que personne n'étende sa sécurité aux dépens de l'autre partie pour que ça marche. Mais si les Européens et les Anglais continuent à dire non, non, l'Ukraine ne peut pas capituler, mais elle n'a pas le choix en fait. Elle n'a plus vraiment le choix. Soit ça continue, soit la guerre continue, même si la Russie a aussi envie d'arrêter ça. C'est évident, ça, enfin ça me semble évident. Donc il y a cet aspect de sécurité européenne qui va être compliqué, et puis il y a tout le reste du monde. C'est-à-dire, et je pense que ça va être lié clairement, il y a notamment le Moyen-Orient, notamment le Moyen-Orient. Voilà. Et derrière, toujours dans l'esprit probablement de Trump et de ses équipes, l'idée qu'on peut peut-être, j'en avais parlé dans quelques mondoscopies il y a, je ne sais plus, un mois peut-être, on peut peut-être essayer de faire en sorte qu'il soit de l'intérêt de Vladimir Poutine d'équilibrer sa relation entre la Chine et l'Europe. Mais pour ça, il faut pousser les Européens, donc il faut avoir des alliés en Europe. Donc il y en a de plus en plus. Hein. Il n'y a pas seulement les Hongrois et les Slovaques maintenant. Il y a un certain nombre, il va y avoir les Roumains, il va y avoir un certain nombre de pays, probablement les Allemands, probablement les Italiens. Enfin bon, la France, là, non seulement on a tout raté depuis 3 ans parce qu'on n'a pas du tout exploité notre singularité en matière de politique étrangère, à la fois historique, concrète avec la force atomique, concrète avec le siège de membre permanent. Enfin, on a absolument pas joué nos atouts. Mais maintenant, on va se trouver de plus en plus, à mon avis, en dépit de toutes les déclarations et de toutes les postures, bon, on va se trouver en porte-à-faux avec de plus en plus de pays européens. Vous parlez de la Chine notamment, j'aimerais bien juste une petite question sur ça. Ce rapprochement immédiat, on va voir, diplomatique au moins, entre les États-Unis et la Russie, est-ce que finalement les États-Unis ne visent pas la Chine derrière? Si. Et comment vous voyez cette relation et notamment le rôle de la Chine dans les négociations? Parce qu'ils ont dit récemment qu'il faut que tout le monde y participe, entre guillemets. Oui, oui. Non, mais ça va être un point très intéressant à observer. Effectivement, les Américains rêvent, mais j'allais dire c'est un peu tard, hein, de découpler la relation sino-russe. À Munich, à la conférence de Munich sur la sécurité, le ministre des Affaires étrangères chinois a quand même rappelé qu'il était hors de question que la Chine n'avait pas d'autre choix que de prendre le gaz russe. Hein, et que donc ça c'était une question bilatérale, ça concernait personne d'autre. Voilà. Donc la relation sino-russe, elle est forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des déséquilibres dans certains domaines, des peurs, des craintes, et donc des nécessités, au moins pour les Russes, de tempérer leur propre dépendance vis-à-vis de la Chine. Donc c'est là, en termes de négociation, qu'un Trump peut avoir du levier. Il peut proposer des choses, mais il va devoir le faire essentiellement en matière économique, en matière de sanctions, en matière... voilà, il va essayer de mitiger, en fait, la relation sino-russe. À mon avis, il ne faut pas qu'il se fasse non plus trop d'illusions, mais il y a un petit... Mais c'est toujours ça, les négociations, c'est des petits espaces où on peut se retrouver dans une convergence tactique, temporaire ou durable, qui permet d'avancer, de faire... Et les Chinois, bien sûr, voudront être partis d'une manière ou d'une autre à un grand règlement, mais ça, c'est de toute manière... de la même manière que les Russes, la Russie va forcément, et elle le fait déjà dans certaines déclarations de responsables, et même de Vladimir Poutine, devoir permettre aux États-Unis de ne pas perdre la face. Parce que là, l'échec est clair. L'échec est clair. Pour moi, il est patent. Donc, contre le fait, en fait, de reconnaître entre eux que, ouais, ils sont allés un peu trop loin et que, bon,
il va falloir que, probablement, mais je suis certaine que Vladimir Poutine a compris tout ça, donne à Trump un certain nombre de choses. Par exemple, de laisser courir le narratif complètement idiot, mais enfin, qui a été installé intentionnellement par les Occidentaux, qui est la Russie veut manger l'Europe, veut dévorer toute l'Ukraine. Et donc, si on laisse ça courir, bah, du coup, si on arrête les frais là, bah, ça veut dire que l'Occident a réussi à empêcher la Russie de dévorer l'Europe. Bon. Donc il y a plein de petites choses qui vont pouvoir se discuter, se négocier à Odessa, Kharkov, est-ce qu'on y va, comment, pourquoi, dans quelle mesure les Ukrainiens vont devoir aussi... enfin, il y a les terres rares du Donbass, enfin, il y a plein de petits points qui doivent être en train, là, de faire l'objet chacun de dossiers très sérieux. Très détaillés. Voilà, Ce très sont détaillés. les points importants. Ben voilà, dans les équipes de négociation qui sont déjà, à mon avis, nommées et qui vont commencer à bosser sérieusement là. Et chaque fois, je rappelle, en mars 2022, on aurait pu épargner des millions de vies. Mais bien sûr. À Istanbul, mais bien sûr. Et ça, il ne faut pas oublier, à mon avis. Pour revenir à l'Ukraine, vous dites 3 ans, on sait dans quelques jours, ça va faire 3 ans que cette guerre dure, lundi. Là, on est jeudi, notre vidéo va sortir demain. Si vous étiez dans l'entourage de Volodymyr Zelensky, qu'est-ce que vous lui auriez conseillé là, aujourd'hui ? Alors déjà, je lui aurais conseillé il y a quelques jours de ne pas envoyer des drones sur Tchernobyl ou sur je ne sais où. C'est-à-dire de ne pas... Agoniser. Pardon ? De ne pas agoniser. Oui, mais de ne pas surtout rendre encore plus furieux contre lui la nouvelle administration américaine. Enfin, je veux dire, il faut quand même... faut réfléchir. Bon. Donc, je veux bien qu'il soit entre les mains des Anglais depuis longtemps, etc., et qu'eux ont un autre son de cloche, et probablement lui disent, t'inquiète pas, 4 ans, c'est vite passé. Voilà, on va revenir à autre chose. Mais moi, je lui conseillerais de discuter très sérieusement avec Trump, soit sa mise en retrait. D'ailleurs, Trump a dit qu'il faudrait des élections. Mais bon, les élections, ça, à mon avis, ce serait très mal parti pour un Zelensky. Donc, sa mise en retrait, son immunité, ce qui en soi est un sacré problème, parce qu'il y a quand même, effectivement, comme vous le dites, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de morts côté ukrainien. Et côté russe aussi. Et côté russe aussi, et qu'effectivement, Zelensky porte quand même une très lourde responsabilité propre au moment où il y a eu cette possibilité d'accord tout de suite après le début de l'opération militaire spéciale, et où finalement il s'est laissé circonvenir par Boris Johnson et par d'autres sur le thème « tu es là pour faire la guerre, pas du tout pour faire la paix ». Donc, il a pris ce truc, il s'est imaginé qu'on allait l'aider, il s'est imaginé que les flots d'argent et d'armes seraient sans fin, c'est pas un politique en même temps, hein, rappelons-le, c'est quand même un amuseur public, et donc il n'a pas... il ne doit pas avoir une grande mémoire historique de la manière dont les États-Unis traitent leurs alliés quand ils n'en ont plus besoin. Donc, ou quand ils ne font pas ce qu'on attendait d'eux. Voilà, Volodymyr Zelensky, il doit, à mon avis, il doit arrêter, quoi. Il doit être gentiment, je sais pas, protégé, transformé. Il doit quitter la scène. La scène, comme vous dites, comme un vrai acteur, acteur principal. La guerre, c'est aussi une question financière, c'est la question d'argent, notamment Trump, je pense que c'était le même discours. Dans le même discours, elle a demandé finalement à Zelensky où sont passés 350 milliards de dollars octroyés par les États-Unis.
il y a plein de questions à ce sujet-là. On sait très bien que l'Ukraine n'est pas en capacité de rendre cet argent, ses prêts, la question des terres rares, en effet, tout est mélangé. Mais si on regarde maintenant, à aujourd'hui, à quoi ressemble l'Ukraine? Qu'est-ce que va rester de ce pays-là, in fine? Toutes les semaines, ça prolonge et ça nous amène à quoi? Ben, ça nous amène à un territoire qui est amputé en gros d'un cinquième de sa surface pré-guerre. Un territoire dont une partie de la population n'est plus là. Bon. Un territoire ruiné, un territoire dont les infrastructures, quand même, à part dans certaines parties du pays, vraiment vers l'ouest, sont détruites. Donc il va y avoir des enjeux de reconstruction énormes. Et là, je prends le pari que c'est l'Europe qui va payer largement tout ça. Peut-être pour le profit de compagnies américaines, mais l'argent européen sera très sollicité. C'est un pays qui n'a plus de... C'est un pays voilà, qui a été utilisé, qui a été instrumentalisé, qui s'est prêté à ce jeu, voilà, mais qui s'est prêté à ce jeu depuis déjà longtemps, qui s'est prêté à ce jeu depuis au moins 2014, mais même avant. À vrai dire, tout ça a commencé à la fin de la guerre froide, hein. Donc... c'est un pays qui va devoir vivre. Alors évidemment, en plus, il y a les ambitions des voisins qui ont des vues, bon, et qui peut-être pas forcément vont pas prendre. Je pense pas que l'Ukraine va éclater. Je pense qu'il va y avoir une Ukraine croupion, un gros croupion, parce que c'est quand même 80% à peu près. Mais ça va être cette Ukraine-là. Qui sera sous le scope, enfin sous la vigilance, à la fois des Russes, de la Russie, et bien sûr des quelques Européens, puisque Vladimir Poutine, je crois, a dit qu'il était d'accord pour que l'Ukraine entre dans l'UE. Ça n'a jamais été une condition pour les Russes qui ne voulaient pas, en fait. Oui. Si on revient dans les années 90, l'OTAN, c'est la ligne rouge, mais l'Union européenne, pas tout à fait. Oui, mais quand vous entrez dans l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, membres de l'OTAN, aussi membres de l'OTAN, ont un devoir d'entraide et de réaction vis-à-vis de vous. Donc ça aussi, ça va être un truc à discuter très compliqué, ça. Très compliqué. Après, bon, le temps que l'Ukraine entre dans... à moins qu'il y ait un fast track radical décidé, ce qui serait, à mon avis, du point de vue européen, encore une erreur colossale, parce que c'est un pays ruiné, c'est un pays en morceaux, c'est un pays, enfin, je veux dire, ça va encore nous coûter une fortune. Je ne sache pas que nous soyons en si bonne santé économique et financière nous-mêmes. Voilà. Hélas, nous sommes au dialogue franco-russe. Nous parlons de cette relation avec la Russie, entre la Russie et la France depuis 20 ans, puisque le dialogue le dialogue franco-russe a célébré 20 ans l'année dernière. Si je peux dire célébrer, on a fait le constat, malheureusement, de nos relations assez compliquées. Et on revient toujours à la même chose. Macron déclare que la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. Et ma question est toujours la même. En quoi la Russie menace la France? Expliquez. Et d'ailleurs, est-ce que les populations, puisqu'il y a 3 ans à la rigueur, ça pouvait marcher, au début de la guerre en Ukraine, 3 ans plus tard, est-ce que ça marche cette déclaration? Non, mais bon, la Russie ne constitue absolument pas une menace existentielle pour la France ou pour l'Europe, à mon avis, premièrement, donc c'est faux. Deuxièmement, on continue à annoncer ça, mais c'est comme de dire unprovoked war of aggression. Vous savez, c'est les leitmotivs qui, à force, s'inscrivent dans les cerveaux reptiliens des gens. Enfin, c'est ce qu'on croit. Je pense que là, on se rend bien compte quand même, et je pense que tout Français ayant un minimum de bon sens, même sans être un aficionado de paix et guerre ou
d'endroits où on parle un peu sérieusement de ces questions internationales, se rend bien compte que ce n'est pas le sujet. Okay, c'est essentiellement les sanctions que nous avons mises contre la Russie qui nous coûtent cher, premièrement. La Russie n'a pas du tout envie d'aller envahir je ne sais qui, je ne sais quoi. Simplement, elle a clairement des besoins sécuritaires qui sont, à vrai dire, c'est assez logique tout ça. C'est assez imparable. Et c'est tout le sujet, c'est qu'on a voulu ignorer tout cela. Et on a voulu même ignorer les dernières tentatives de Vladimir Poutine, qui, moi, m'avaient beaucoup frappé en décembre 21, quand il avait envoyé ses drafts où il disait remettons en place rapidement une sécurité européenne, des mécanismes de contrôle, des mécanismes... Parce que ça ne va pas aller. Ça ne va pas être possible si vous continuez. Alors, bon, on l'a envoyé dans ses buts. Voilà. Donc, où on en est là aujourd'hui, non, la menace existentielle, mais on est enfermé dans notre narratif. On ne peut pas en sortir. Et donc, on continue. Mais comme le raisonnement est faux depuis le début, c'est comme de dire la Russie voulait envahir toute l'Ukraine. Ah bon, avec 100 000 hommes? Ou 120 ou 130 000? Soyons sérieux. Tout ça n'est pas sérieux, en fait. Mais on s'est enquisté dans des affirmations, des réaffirmations, des répétitions permanentes de choses fausses qui justifient les postures en fait très offensives qu'on a prises, et complètement inconscientes, et complètement... enfin voilà, l'histoire des troupes au sol. Là encore, il y a quelques jours, oui. Emmanuel Macron a reparlé de troupes au sol. Après, il a reculé. Et Maria Zakharova lui a répondu pour nous, c'est pas une question d'ambiguïté stratégique, c'est pas ambigu du tout. Si vous mettez des soldats français sur le théâtre ukrainien, on considère que ce sont des cibles, bien sûr. Bon, mais enfin, ça a été dit, si vous voulez, c'est l'absence de dialogue, c'est l'autisme. Enfin, je sais qu'on me reproche beaucoup ce mot, mais pour moi, c'est le plus parlant, c'est-à-dire cette complète fermeture mentale, intellectuelle, mentale, voilà, à la compréhension de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'au moins on comprend les choses. Et à partir du moment où on comprend, on peut essayer de trouver des moyens de discuter. Si vous posez l'autre comme le diable en personne, avec lequel on ne peut pas discuter, on ne peut pas traiter, Alors bon, on traite avec Jolani en Syrie, ancien coupeur de tête de Daesh, mais ça ne nous choque pas, ça. On envoie des gens, on envoie des délégations. Il porte un beau costume. Il porte un beau costume, on l'a rebaptisé, on a fait ce qu'il fallait, bon, très bien. Mais... on voit là, le double standard. C'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas de compréhension des choses à la tête de l'État, enfin au sommet, pas seulement le président de la République, hein, autour aussi, eh bien, on ne peut pas faire une inflexion, on ne peut pas prendre ce virage. Et les États-Unis ont ça d'assez formidable, et ça c'est historique. Ils ont une capacité de chiffre, de transformation, de changement de pied très dynamique, et c'est très structurel chez eux. Alors, ça vient effectivement du système des dépouilles politique américain qui fait que on change toutes les administrations, on change tous les gens, donc on peut changer de ligne. En plus, il y a cette purge quand même qui est en cours et qui doit probablement permettre d'assainir et d'espérer un suivi des décisions, parce que c'est tout le problème pour Trump. Il ne suffit pas de dire les trucs, il faut que derrière on lui obéisse. Donc là, il y a un grand nettoyage dont il avait parlé, dont tout le monde se disait, est-ce que ça va pouvoir se faire et jusqu'à quel point? Et bien sûr, ce ne sera pas fait totalement, mais quand même, il est en train de demander des comptes aux divisions russes du département d'État, de la CIA,
Voilà, d'où est-ce que vous sortez les assertions qui, depuis 3 ans, ont permis qu'on dépense tant d'argent pour rien? Pour rien! Ah. Donc, je pense que là, il y a un faisceau très positif. Et moi, j'ai fait une mondoscopie hier. Et il faut le saluer. Je veux dire, tant mieux, quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de pire et de plus dangereux. On parle quand même voilà, de gens qui ont certes du sang-froid, mais qui ont aussi un niveau d'exaspération montant. Les uns parce qu'ils sont en échec et les autres parce que ça va lentement, mais qu'en face il se passe jamais rien. Donc là, quand même, ça décongestionne le système. Ça décongestionne le système. Ça ne veut pas dire que tout va être bien traité. Ça ne veut... Tout accord de paix sera forcément douloureux, plus pour une partie que pour une autre. Bien sûr, c'est pas. C'est pour ça que quand on a des responsables chez nous qui disent ah mais non, mais ça peut pas. On peut pas reconnaître en fait que l'Ukraine a perdu militairement. Bah si, quand même un peu, quoi. Parce que sinon on voit pas très bien sur quoi on va s'accorder. Et merci beaucoup Caroline de maintenir ce dialogue, c'est très très important. On ne peut que saluer ces efforts en effet, comme vous dites. Et on va peut-être espérer qu'il y aura des forces alternatives, souvent, en Europe qui vont préparer cette après-guerre avec la Russie. Mais bien sûr, il faut reprendre très sérieusement un dialogue politique, culturel, stratégique, une coopération. Enfin, c'est une évidence pour moi depuis déjà très longtemps et je suis ravie que là, il y ait peut-être, mais on est encore loin du compte. Hein, il faut trouver qui. Et n'oubliez pas que le dialogue a toujours été avec vous. Merci Caroline. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci Irina.